je vais vous proposer de démarrer. Pour celles et ceux qui étaient là ou non, je ne sais pas, la dernière fois. Donc, on a eu une séance le 1er avril sur le cadrage un petit peu légal, on va dire, du Fonds de participation des habitants et un petit retour historique sur la participation des habitants dans la politique de la ville. On était en présence de l'ANCT et de Muriel, la directrice de l'ORIB. Aujourd'hui, on est en présence de deux collègues, donc Léonie qui travaille à Trajectoire Ressources, qui est un centre de ressources politiques de la ville, et Sébastien qui travaille à la ville de Langres. Sachez qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une partie témoignage. Le but, c'est que vous puissiez ressortir de la séance en vous disant « Ah bah eux, pour remettre en place leur fonds, ils s'y sont pris comme ça ». Les premières étapes, c'était celle-là. Ils ont contacté telle personne ou telle personne les a contactés. Et donc, pour que ça vous donne, en fait, les, les pistes pour vous porter un FPH si vous en avez envie ou accompagner une structure qui voudrait porter un. Si vous n'avez pas de questions, je propose tout de suite de laisser la parole à Léonie qui va donc nous présenter comment le Centre de ressources politiques de la ville Bourgogne-Franche-Comté en est venu apporter le fonds de participation des habitants. Léonie, je te cède la parole. Merci Laetitia. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par vous présenter quand même un fond. Est-ce que vous voyez bien mon fond? Ouais, c'est bon. Ok, super. Donc du coup, je suis Léonie, comme l'a dit Laetitia. Je suis chef de projet à Trajectoire Ressources, qui est le centre ressources politiques de la ville en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, la région compte 23 contrats de ville. Et nous, on a cette approche très en proximité avec les territoires qu'on accompagne. Et c'est ce qui justifie le fait que en ce moment, justement, on porte à titre expérimental le FPH pour le contrat de ville du pays de Montbéliard Agglomération. Donc, c'est du coup l'agglo où justement Trajectoire Ressources est basé, est localisé. Parce qu'on a deux localisations, donc une à Montbéliard, qui est comme la ville-centre du pays de Montbéliard Agglomération, et puis un autre siège à Besançon. Et c'est donc cet ancrage-là sur l'agglo qui justifie fortement la relation, on va dire, de proximité qu'on a avec ce territoire-là et qui fait que finalement aujourd'hui on en vient à porter le FPH à leur compte. Donc le pays de Montbéliard Agglomération, c'est selon les estimations de 2020 une agglo qui comporte plus de 23 000 habitants en QPV du coup et qui sont répartis sur 9 QPV. Et donc nous ici sur le territoire, on a 6 communes du coup, et donc plus l'agglo qui va venir jouer son rôle d'animation du contrat de ville. Et nous, à côté, on agit un peu en tiers neutre, en médiateur même, je dirais, entre l'agglo et les différents services des communes qui gèrent la politique de la ville, dans la mesure où c'est nous qui venons en animation des différents temps de travail que les communes, l'État ou l'agglo initie à chaque fois pour justement bien ficeler toutes les actions liées au contrat de ville. Donc voilà. Et ça, c'est depuis on va dire, la mise en place du centre de ressources que ce fonctionnement, on va dire, existe et continue en fait de se faire. Donc, du coup, disons que le FPH a été mis en place déjà à la faveur du nouveau contrat de ville qui a été signé en juin dernier et il a été renforcé aussi le FPH par la circulaire parue le 1er juillet et qui incitait fortement du coup les territoires à mettre en place ce dispositif-là. Donc du coup, PMA qui était aussi en pleine transition dans ses équipes a voulu du coup expérimenter ce fonds de participation-là avec l'appui de l'État. Faisant cela, il recherchait une structure, on va dire, neutre qui n'est pas financée dans le cadre de l'appel à projet. Et du coup, ils se sont tournés naturellement vers nous.
Du coup, c'est un budget de 30 000 euros. Donc, il y a 20 000 euros qui sont dédiés exclusivement au projet d'habitant et 10 000 euros qui est fléché sur notre ingénierie. Et donc, cette ingénierie-là va comprendre la fabrique finalement des documents de fonctionnement, donc le règlement intérieur, le dépliant que vous avez sous vos yeux, également la communication autour du FPH, l'accompagnement des porteurs de projets, l'animation, la mise en place hein, et l'animation des comités de sélection. Voilà. Du coup, c'est un portage vraiment à titre expérimental, c'est-à-dire pour cette année 2025. On est donc à 20 000 euros qui sont comment, déployés selon l'arrivée des projets, donc jusqu'à décembre 2025. Donc, le travail en soi, donc l'ingénierie, on va dire, a commencé en novembre dernier. C'est un travail qui a permis du coup aux équipes de l'agglo, aux équipes des communes et à l'État de se mettre ensemble dans ce qu'on a appelé, nous ici, l'équipe de projet pour justement travailler à la mise en place du règlement intérieur. Quelques éléments, on va dire, notoires de ce règlement intérieur-là concernent la nature des projets. Donc, les projets qui sont finançables au titre du FPH, ce sont des projets qui vont venir promouvoir l'éducation et la citoyenneté, qui vont aussi s'intéresser à l'amélioration du cadre de vie, qui vont avoir un aspect écologique, qui vont promouvoir le vivre ensemble et les projets qui sont, on va dire, axés sur l'émancipation de la femme sont d'autant plus, on va dire, seront prioritaires parce que justement, il y a cette problématique-là des femmes solo, des familles monoparentales gérées par des femmes qui est très prégnante dans le territoire et donc c'est pour ça qu'il y a quand même cette priorisation pour des projets de ce type-là, quoi. Voilà. Euh, un autre élément qui paraît important, qui est dans le règlement intérieur, c'est que ce fonds n'est accessible que si on est trois personnes, c'est-à-dire trois personnes qui, dont deux au moins vivent en QPV. Et dans les trois personnes, il ne faut pas qu'ils vivent à la même adresse. Voilà. Tout ça parce qu'il y a ce souci que le FPH, tel qu'il est porté ici, puisse vraiment transpirer cette connotation collective, qui est du lien qui se fasse entre habitants entre eux, et entre habitants et centres sociaux, et entre habitants et associations locales, quoi. Et c'est pour cela qu'on a mis cette condition-là vraiment de pas de copinage, voilà, pas de cousins, cousines qui vont se mettre ensemble pour faire un projet alors qu'ils vivent sous le même toit. Voilà. C'est un peu ça, on va dire, l'idée derrière. Et donc, en termes de budget, on est sur un montant maximum de 1 000 euros, avec une part individuelle, enfin, un apport propre, je dirais, de 10% quand c'est porté par des habitants et de 20% quand c'est porté par des associations. À préciser également que ce fonds-là, vraiment, on le dit quand on va faire nos campagnes de communication, qu'il est plus tourné habitants, parce que on sait que par ailleurs, les associations, elles émargent au titre de l'appel à projet, et donc vraiment, le fonds, idéalement, il a vocation à aller vers des habitants qui sont d'ailleurs, qui peuvent être même éloignés carrément des centres sociaux ou des associations locales euh, qui, euh, qui sont actives sur le territoire. Donc, un budget de 1 000 euros avec une volonté quand même de voir une quote-part de la part des habitants, porteurs de projets ou des assos qui font la demande. Voilà. En ce qui concerne le calendrier, attends, je vais juste revenir sur ce dépliant que vous avez sous les yeux. Donc, comme je le disais, avec le règlement intérieur, il a été conçu en concertation avec tous les membres de l'équipe projet. Et comme vous voyez, il a été, on va dire, fait de manière assez visuelle pour mettre en avant
le type de projets qui peuvent être financés dans ce cadre-là. Donc voilà, que ce soit un événement sportif, un projet culturel, un atelier intergénérationnel, voilà. Tous ces éléments qui peuvent finalement concourir au vivre ensemble, à l'amélioration de la vie dans le quartier. Et donc, ci-dessus, il y a les noms des QPV qui sont concernés finalement par le FPH. Et donc, si je descends, on a en deuxième page une espèce de squelette de calendrier du fonctionnement du FPH sur un mois. Donc, l'idée, en fait, c'est que quand on a un groupe de personnes qui s'associent pour porter un projet, eh ben, qu'ils nous contactent, nous, assez en amont pour qu'on puisse travailler ensemble pour peaufiner le projet afin qu'il puisse répondre du coup aux critères du FPH. Et quand c'est le cas, du coup, le projet, il est donc nous reçu, ou alors validé définitivement la première semaine du mois. Idéalement, voilà, au maximum le 10 du mois. 2 semaines plus tard, se tient la commission de sélection. Et donc, celle-ci est composée de 3 personnes de manière générale, dont un représentant de l'État, un représentant de l'Interco et un représentant de la commune d'où proviennent les projets qui sont à présenter. Et donc, du coup, la séance se tient, les porteurs de projet présentent le projet, et quand ils sont acceptés, eh ben, le projet, il est financé dans les 3 jours maximum suivant leur présentation et leur validation. Et quand ils sont recalés, eh ben, ils sont recalés pour une autre fois. Et puis, des fois, revenu avec des éléments complémentaires, il y a moyen que les projets ne repassent pas une autre commission, mais soient financés du coup sur le coût, après correction. Donc, du coup, la commission de section se tient tous les troisièmes jeudis du mois. Et donc, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en avant dans ce dépliant pour justement, on va dire, rendre visible ou alors rendre vraiment transparent toutes les étapes pour pouvoir accéder à ce fonds-là parce que on s'est rendu compte, en tout cas nous, en travaillant à la mise en place de ce dépliant, que sans une communication, on va dire, claire, c'est compliqué en fait de faire saisir aux habitants euh, enfin, de faire saisir en fait que finalement c'est un outil simple et pas du tout complexe. Donc tout a été fait en fait pour simplifier les choses. Et donc quand je le disais, le troisième jeudi du mois, si le projet il est validé, et ben les financements sont envoyés par virement ou par chèque de manière exceptionnelle au porteur de projet référent, donc une seule personne. Et 2 mois après que le projet soit réalisé, on attend du coup une fiche bilan qui est remplie, complétée par les porteurs de projet. Petite explication sur comment l'accompagnement que nous on peut faire au porteur de projet. Elle va du simple conseil jusqu'à l'écriture même du projet pour certains. Parce que j'ai encore eu au téléphone quelqu'un avant-hier, vendredi dernier, qui me disait qu'il aurait du mal à écrire le projet. Et dans ces cas-là, en fait, on essaye d'être facilitant et donc d'écrire hein, pour eux. Pareil, du coup, pour la fiche bilan, si c'est compliqué, on se tient aussi à disposition pour pouvoir mettre à l'écrit les explications oraux dont ils nous auront fait part préalablement. Et donc là, j'en viens au formulaire de demande en lui. Donc, c'est un formulaire qui s'est voulu justement très simple, avec une première partie qui concerne le nom du projet, où on va aussi lister les habitants qui sont porteurs de projet ou les associations qui sont demandeuses, avec le nom des personnes concernées. Il y a également un encas sur la date de réalisation et la description du projet en lui-même. Et ensuite, la deuxième partie, elle sera plutôt dévolue justement aux questions financières, au budget et puis au public directement concerné par l'action.
Donc voilà, donc il a vraiment été voulu simple parce que l'équipe projet s'est dit que le point d'orgue serait vraiment la présentation orale du projet lors de la commission de sélection. Parce que comme vous avez pu le constater aussi, c'est souvent compliqué pour des personnes qui ne sont pas habituées à toute cette machinerie administrative de pouvoir écrire des projets. Donc voilà, grosso modo, à quoi ressemble la documentation de ce FPH-là. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qu'on expérimente nous en cette année. Il a été lancé du coup le FPH là en mars dernier, donc il y a un mois. La première commission a eu lieu seulement la semaine dernière. Et à cette première commission, on avait trois projets qui étaient présentés. Sur les trois projets, il y en a un qui a été validé et qui du coup a reçu le financement directement, et deux qui ont, on va dire, qui ont été recalés parce qu'il manquait des compléments d'information, sur notamment la nature du budget, ou alors il manquait aussi quand même des informations sur le lien ou le caractère, on va dire, collectif de l'action. Donc, ce n'est pas un non ferme, c'est un oui, mais voilà. Donc, on attend des compléments d'information justement pour pouvoir donner suite à cette demande-là. Et puis, un retour qu'on peut faire aussi de cette commission de sélection-là qui a eu lieu la semaine dernière, c'est qu'il faudrait qu'on essaye de resserrer un peu plus le cadrage au niveau des critères de sélection du projet, parce que sur les trois projets qu'on a eus, eh ben, tous les trois étaient des projets de voyage. Et donc, du coup, qui manque, on va dire, un ancrage local, territorial. Et c'est même pour cela qu'on a recalé un des projets parce qu'il n'y avait pas justement la dimension collective du projet pour les habitants du quartier. Donc, du coup, on se dit que pour les prochaines, on essaiera de resserrer un peu plus au niveau des critères pour s'assurer qu'il y ait vraiment cet impact-là, même minime, mais au sein du quartier, quoi. Donc voilà, je vais bientôt préparer une grille de critères, de critères à faire valider par l'équipe projet. Et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, j'ai manqué de vous parler également de l'étape qu'on a vécue sur la communication de ce dispositif-là. Euh, Par rapport à ça, je dirais que en février de cette année, il s'est tenu une réunion entre donc, l'équipe de projet qui est constituée de nous, comme je l'ai dit auparavant, hein, des chefs de projet politique de la vie au niveau interco, au niveau communal et puis de l'État. Cette réunion s'est tenue avec les centres sociaux de PMA où on leur a présenté le dispositif, où ils nous ont fait aussi part de leur avis et ces avis-là ont compté également dans la fabrication du document que vous avez sous les yeux. Après cette première réunion, nous avons été contacter les bailleurs sociaux qui nous ont permis de mettre des affiches dans les bas d'immeubles, quoi, dans les halls. Voilà, donc on a un bon nombre, en tout cas, d'affiches qui ont été partagées dans ce cadre-là. On a eu aussi une distribution faite dans les mairies et puis aussi en direct avec les habitants, avec ces habitants avec lesquels on discutait. Et puis, d'ailleurs, on s'est rendu compte que c'est compliqué des fois d'expliquer en des termes simples ce que c'est que le FPH. Voilà. Parce qu'il y a toujours c'est un peu nébuleux pour les habitants. Il faut trouver les bons mots pour leur expliquer la chose et ça peut être très complexe des fois quand on n'est pas habitué. Donc voilà, il y a aussi ce travail de sémantique là, voilà, sur lequel on se dit qu'il fallait travailler également. Voilà, et puis en ce moment, la communication est continue hein, parce que lors d'ateliers organisés par l'agglomération sur le contrat de ville, on est invité pour venir parler de ce FPH auprès d'assauts locales qui sont impliqués dans ces ateliers-là. Et puis, prochainement, entre mai et juin, on sera aussi conviés dans les centres sociaux
en parler directement aux habitants. Donc voilà, chemin faisant, on se dit que tant qu'il y a des porteurs et tant qu'il y a des commissions de sélection, le bouche à bouche pourra aussi faire son effet. Donc voilà, voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Je suis ouverte à des questions, des remarques, même des avis d'amélioration, bien sûr. Merci pour l'écoute. Merci beaucoup, Léonie. Alors moi, pour peut-être compléter, enfin ou reformuler, je voulais juste repréciser quelque chose avec toi et pour tout le monde. Donc, on est bien d'accord que finalement, dans votre cas, c'est l'État et l'agglo qui sont venus vers vous pour vous dire on aimerait bien que vous soyez en gros animateur du fonds de participation des habitants. Et du coup, à ce moment-là, quand on vous a dit ça, la première étape pour le portage, ça a été laquelle? C'était de réunir, on va dire, une équipe projet ou le comité de sélection et d'officialiser un peu la chose ou comment et après vous avez eu, l'accord définitif par l'État ou comment ça s'est un petit peu, passé vraiment? En fait, quand on a su qu'on était du coup plébiscité pour pouvoir animer ce fonds-là, la première chose qu'on a faite, c'était de se renseigner auprès d'autres territoires qui le mettent déjà en place pour Ouais. pouvoir avoir le maximum d'informations. Et c'est à partir de ça qu'on a préparé des squelettes de règlement intérieur, des squelettes de dépliants et de formulaires de demande, qui Mmh. étaient du coup des documents de travail sur lesquels l'équipe de projet voilà, discutait à chaque fois. Et OK. donc, on a eu 2 séances de travail avec l'équipe projet sur ces documents-là, justement. Et puis, la grosse question qui est aussi ressortie, on va dire, durant ces temps de travail, c'est euh, le fait de donner de l'argent directement aux habitants sans forcément mettre en place des garanties quoi, de retour, de réalisation de projets. Et puis nous, ce qu'on a fait, c'est de faire témoigner du coup la ville de Besançon qui fait ça et OK. qui jusqu'à présent n'a pas eu de déconvenus par rapport à cette façon de faire-là. Sachant que, et on s'est du coup inspiré d'eux sur cette façon-là, quand le projet il est validé en équipe en commission de sélection et que le virement est fait dans les 3 jours qui suivent, les porteurs de projet, du coup, signent un document qui les engage. Donc, c'est ce qu'on appelle la convention entre le porteur et nous, trajectoires ressources. Et voilà, on se dit qu'à partir de ce document, quand même, les responsabilités sont établies et que s'il arrivait qu'il y ait un souci, eh ben, on verrait comment ça se passera, mais bon, voilà, on part sur le principe que tout se passera bien, parce que justement, il y a cet enjeu-là de faciliter au maximum l'accès. Sinon, voilà, si on repasse sur les mêmes procédures administratives que pour l'appel à projet ou pour les autres dispositifs, voilà, on n'arrivera pas à atteindre l'objectif, quoi, qui est de toucher les habitants. Mmh. Voilà, Oui, puis c'est pas le sens de toute façon du fonds de participation. À la c'est base, c'est ça. justement fait pour, simplifier, C'est ça. C'est vraiment petits projets. un outil simple, souple. Il y a vraiment la nature, ce mot-là, souple et rapide. Ces 2 mots qui sont les mots qui ont été quand même, on va dire, directifs dans notre façon de penser sa mise en place sur notre territoire. OK. Alors Léonie, on a 2 questions dans le chat. Pouvez-vous nous présenter rapidement le projet retenu et le montant alloué pour cette première attribution? Mhm. Et la deuxième question, c'est de qui est composé votre comité d'attribution? Ok. Donc, je commence par la deuxième, le comité d'attribution qu'on appelle aussi sélection. Donc, c'est le même, hein. Attribution aux sélections, il est composé de 3 membres qui sont tournants. Mais à chaque fois, ce sont des représentants de l'État, de l'agglomération et d'une des communes d'où proviennent les projets. Mmh. Voilà. Et en ce qui concerne le projet qui a été retenu dernièrement, en fait, c'est un projet de randonnée en forêt noire en Allemagne pour un groupe d'adolescents qui sont dans un club sportif et leurs parents. Et durant cette randonnée-là, il y aurait une discussion avec un outil sur les risques interquartiers, parce que dans le groupe d'ados, il y en a 2 qui sont bagarrés en dehors du club sportif très récemment.
Voilà. Donc, il y a l'aspect, on va dire, écologique, nature et tout ça avec la randonnée. Et puis, il y a l'aspect aussi mieux vivre ensemble, où on discute en fait justement sur ce qui fâche, euh, en faisant un pas de côté par rapport au quotidien, quoi, du club sportif. Et le budget, du coup, c'était un projet très, on va dire pas très cher, hein, moins de 500 euros, c'était dans les 495 euros, un truc comme ça, avec une part apportée par les porteurs de projet. Et le projet a été présenté par deux parents et puis un médiateur, non pas un médiateur, pardon, un directeur de la jeunesse d'un centre social, mais qui venait en tant qu'habitant également parce il vit dans un QPV. Mais il a quand même cette connaissance-là, on va dire, fine de comment fonctionnent les projets, quoi. Donc, c'est avec sa casquette d'habitant QPV qu'il a monté le projet, mais pas sa casquette de directeur jeunesse dans un centre social. Et Ok. ça aussi, quand même, ça nous a interrogé sur comment, comment faire pour attirer des personnes qui ne sont pas du tout en lien avec les centres sociaux ou les associations, parce que pour l'instant, en tout cas, les trois projets, il y a quand même un lien. Donc, sur les trois, il y a deux qui sont en lien avec le centre social, le même centre social. Et puis le troisième, c'est des jeunes, hein. C'est un groupe de trois jeunes qui veulent aller faire une randonnée à Paris à vélo. Euh, Sauf que c'est un groupe de jeunes on va dire dont les parents font partie d'une association locale qui est très connue et qui est aussi très active sur les questions de randonnée et tout ça. Mais ce projet-là n'a pas été recalé parce que les parents sont initiés, non, mais c'est parce que porté par trois jeunes qui vont tous les trois à Paris, on ne voyait pas trop la dimension collective. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'ils travaillent un peu sur un format de restitution de leur voyage avec les habitants qui seront restés sur place ici. Donc, c'est sur ça qu'ils travaillent actuellement et qu'ils reviendront vers moi pour qu'on puisse donner suite à leur projet. Voilà. Super, merci Léonie. On a encore une autre question. Quelle place prennent les associations locales et les bailleurs dans le FPH? Alors, comme vous avez pu le voir dans ce que je viens de dire, hein, les assos sont pour l'instant d'ailleurs la principale cible de notre communication. On compte sur elle en tout cas pour outiller les habitants, l'habitant lambda sur comment bah, du coup faire recours à ce FPH-là. Et pour l'instant, comme je disais, dans les trois projets qui ont été présentés là dernièrement à la première commission, eh ben, on voit des assos derrière, quoi. Voilà, donc l'enjeu prochainement, en tout cas, dans le monde idéal rêvé, ce serait vraiment qu'on touche des habitants qui ne sont pas habitués à fréquenter les centres sociaux ou les associations locales. Donc voilà, en ce qui concerne les bailleurs, il y a pour l'instant aucun financement, en tout cas, si c'est la question. Euh, du budget FPH par les bailleurs. Mais on espère justement que chemin faisant l'année prochaine, qu'on puisse multiplier en tout cas les contributeurs de cette enveloppe FPH. Donc, on aille au-delà de l'État et de l'aglo qui sont pour l'instant les principaux financeurs à hauteur de 10 000, enfin de 15 000 chacun, puisque nous, il y a 20 000 pour les projets et 10 000 francs pour notre ingénierie. Donc, l'idée serait qu'on aille, en tout cas l'année prochaine, chercher d'autres financeurs comme la région, comme les bailleurs et même les villes aussi, hein, elles peuvent contribuer. C'est ce qu'on a vu qui se passe dans notre territoire. Bah, ça Voilà. rejoint ce qui est indiqué justement ensuite dans les questions. On a du coup, les assos ne font pas partie du dispositif en termes de fonctionnement et d'attribution. Non. Voilà. Sauf Et que, vas-y, vas-y. si tu Bien sûr. permets, Laetitia, vu que là, c'est vraiment, on est en phase seulement de lancement, dans le règlement intérieur n'exclut pas, et d'ailleurs, il le dit clairement, que après 2025, il peut y avoir dans le comité de sélection des assos ou des habitants dont les projets ont été financés à ce titre-là. Parce qu'ils pourront à ce moment-là faire un retour d'expérience et en tout cas avoir, on va dire, une montée de compétences sur le sujet et pouvoir finalement avoir voilà, son mot à dire, en tout cas, lors de l'évaluation des projets qui seront présentés en commission.
Et oui, c'est ça, en fait, comme vous êtes de toute façon tout naissant pour l'instant, enfin, comme le FPH est naissant sur le territoire, ça peut encore évoluer, quoi, C'est finalement. ça, c'est ça. Mm. Pour l'instant, on teste des choses et ensuite, en fin d'année, quand nous, on passera le relais à d'autres, à la structure, la future structure porteuse, on essaiera donc de faire des préconisations par rapport à notre vécu de la chose, notre expérimentation, quoi, propre. Ok. Une autre question dans le chat et ensuite, Bettina, je vous inviterai à prendre la parole. Avez-vous communiqué par le biais des écoles ou autres points de rencontre hors association? Bonne question. Non, mais mais cette idée-là trotte dans mon petit cerveau depuis quelque temps, sauf que j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher. On s'est dit que dans un premier temps, on essayait déjà d'utiliser toutes les billes qui étaient à notre possession au niveau des assos et puis des centres sociaux. Et seulement après, on verra s'il faut pousser jusque dans les écoles parce qu'effectivement, par ce biais-là, il y a moyen de pouvoir avoir des parents. Et même qu'on s'est dit, enfin, je me suis dit dans un petit cerveau aussi, que puisqu'il y a un marché, il y a des marchés ici les Mm. mardis, on peut aussi, ça peut aussi être un lieu où on va faire un peu d'informations sur ce dispositif-là. Mais voilà, c'est en réflexion. Bettina, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Alors, oui, je voulais intervenir pour dire que bon, chez nous, on fonctionne déjà depuis quelques années. Et au niveau de la composition du comité de gestion, donc on a l'élu, l'adjointe à la politique de la ville. Nous avons la présidente du syndicat d'initiative. On a un représentant d'une association présente sur les quartiers. Ça change, ça tous les ans, on invite un autre président d'une association. On a également un représentant un travailleur social. Chez nous, c'est le CMSEA, l'équipe de prévention, qui est également présent au comité de gestion. Nous avons une habitante, là, cette année, bon, ça fait déjà quelques années, toujours, on a un représentant au conseil citoyen. Donc, cette année, on a une dame là qui est nouvellement voilà, entrée au comité de gestion. Voilà, donc c'était pour. Et on a également, bon, cette année, on a ajouté la déléguée du préfet, puisque l'État, on s'est aperçu qu'elle n'était pas représentée dans notre comité de gestion, parce qu'ils sont quand même financeurs. Donc là, on a rajouté la déléguée du préfet. Mais du coup, ça me donne envie de poser une question. Ça fait pas trop de personnes, du coup, pour une Ben, seule nous, commission? on fait trois comités par an. Ah, d'accord. Voilà, Ok, on ok. fonctionne pas comme vous. Voilà, on regroupe. Bon, on a un plus petit budget, on n'a que 6 000 euros. On a deux quartiers politiques de la ville. Donc, on a trois dates sur un D'accord. calendrier déjà en début d'année. Donc, les personnes, il n'y a pas de souci, elles sont toujours, le comité est toujours présent. D'accord. Ok. Par rapport à la question de la communication et notamment de la communication dans les écoles, enfin par le biais des écoles. Le témoignage qui dit, voilà, nous, on est en train de réfléchir à justement pouvoir communiquer par le biais des écoles. Le petit bémol étant que les écoles drainent des personnes qui ne sont pas forcément habitantes du QPV. Et là, peut-être que Nadia pourra abonder dans ce que je dis, mais en fait, le FPH, si je ne me trompe pas, peut aussi aller à destination d'habitants qui ne sont pas forcément du QPV, je crois. Oui, Voilà. effectivement. On dit bien que le fonds de participation, pardon, ce que je mets, que le fonds de participation, en fait, c'est tout d'abord en direction des quartiers politiques de la ville, mais il se peut aussi que ce soit dans des quartiers qui ne sont pas en QPV, justement, en quartier politique de la ville, donc c'est possible de le faire. On a mis en place, alors je pense que Laetitia vous le transmettra ensuite, hein, je suis désolée, je ne me suis pas présentée, je suis Nadia Yamari, D'accord. je suis donc chargée de projet donc, à l'ANCT, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Je fais partie du programme Lien social et image des quartiers et je suis spécifiquement sur la thématique participation des habitants, donc de manière générale, après sur les points de conseil citoyen, mais également sur le dispositif du fonds de participation. Et donc, effectivement,
c'est tout d'abord en direction des quartiers politiques de la ville, mais il peut aussi des actions qui sont portées pour des actions qui sont hors quartier politique de la ville. C'est possible, je Mm. confirme tes propos, Ok. Laetitia. Et ensuite, nous avons mis en place, donc Laetitia vous le transmettra parce qu'on l'a transmis à Laetitia, en fait, un kit spécifique de fonds de participation. Et dans ce kit, en fait, on a mis en place en fait une charte de fonctionnement. On a également mis des modèles de courrier de notification d'attribution, une fiche projet. C'est des modèles, un kit qui va vous permettre de pouvoir mettre en place ce fonds de participation et qui pourrait donc vous aider. Donc, juste pour vous donner un petit chiffre, en 2023, on a eu pratiquement plus de 140 fonds de participation qui ont été financés dans le cadre du FPH pour un montant de 746 780. Ça fait à peu près en moyenne 5 334 euros par fonds, quoi. Donc, on sent bien qu'en fait, ce dispositif, il fonctionne bien. Il faut vraiment le mettre en place et pouvoir bien l'accompagner. Mais ce qu'il faut retenir, c'est des micro-projets en direction des habitants et que ces Mm. projets, quand ils sont préparés avec les habitants, vous voyez, pour vraiment accompagner leurs projets qu'ils souhaitent mettre en place. L'intervention de Léonie, que je trouvais superbe, je voulais juste savoir le nombre de bénéficiaires de cette action. Est-ce que c'est une expérimentation, c'est ça? C'est en cours encore, il me Oui, oui, semble. c'est en cours. En fait, Nadia, j'étais en train de présenter, enfin, je parlais de la dernière commission, du coup, la première commission de sélection des projets qui s'est passée la semaine dernière, où il y a eu trois projets présentés. Et donc, un projet concernait un groupe de personnes âgées, un groupe de 10 D'accord. personnes. Le deuxième, celui qui a été validé et financé sur le champ, concernait plus de 24 personnes. Mhm. Et D'accord. c'est le troisième qui a été, on va dire, un peu recalé là, qui concernait trois jeunes, mais à qui on a demandé de travailler à l'aspect un peu plus collectif de leur projet. Voilà. D'accord. Très bien. Super. Merci, Léonie. Et puis, une dernière petite chose, c'est en termes de communication, vous pouvez aussi vous aider du conseil citoyen s'il y a un conseil citoyen au sein de votre quartier. Il y en a, il y en a, Justement, il y en a. aller vers, c'est aussi le rôle un peu du conseil citoyen. Et je Hmm. rejoins les propos, je n'ai pas retenu le nom, je suis désolée, enfin, du délégué du préfet éventuellement Hmm. et du chef de projet de la collectivité. Oui, bah en fait, quand je parle d'équipe projet là et de la présence d'un représentant de l'État, c'est effectivement l'un des deux délégués préfets qui est L'un toujours des deux. présent. D'accord. Au niveau de la ville, c'est un des chefs de projet politique de la ville d'où viennent les projets. Et puis, par rapport à l'Interco, c'est un des 6 chefs de projet politique de la ville, à chaque fois. Très Et bien. donc, ce sont des membres tournants. C'est pour ça que je parle de représentants parce que ce sont des membres tournants à chaque fois. D'accord, très bien. Écoutez, pas de problème. Et puis nous, on a transmis, merci Laetitia, le kit qui pourra vous être retransmis et éventuellement la boîte fonctionnelle participation. Si vous avez besoin d'un appui, voilà, on sera disponible. Normalement, tout le monde l'a reçu déjà, un Nous, kit. on a Je reçu. l'avais Ok, envoyé. super. Merci Laetitia, j'arrête de parler pour que. Non, mais il y a... Je voudrais juste rebondir, moi, sur la question de pas QPV, QPV, là. Oui, oui, Je oui. dirais qu'en fait, ça dépend du montage FPH sur le territoire. Si, en tout cas, dans notre façon de fonctionner, c'est que QPV. Mais Oui, dans d'autres territoires, comme la ville d'Autun, c'est un FPH qui est dédié à l'ensemble des quartiers d'habitat collectif, quoi. Donc, le QPV et les autres. Donc, vraiment, ça dépend de quelle orientation la collectivité porteuse du FPH donne à cet outil-là, finalement. on dit bien que la priorité, elle est donnée au quartier politique de la ville. Rien n'empêche d'associer aussi des habitants qui sont hors quartier politique de la ville pour justement y avoir ce fameux croisement entre les QPV et hors QPV. C'est ça. Ah, voilà. Mais du coup, Parce la que question, la problématique est la même qu'on soit QPV ou hors QPV. Et justement, de les rassembler ensemble, c'est vraiment important, quoi. et Mm. si tu as des habitants, si on a des habitants uniquement hors QPV qui veulent déposer un FPH, est-ce que c'est possible? Ici, non. Tout de suite, je dirais non aussi, puisque ça ne répond pas en fait à la circulaire du 25 avril 2000, où Ok, on dit que ça soit en direction des quartiers politiques de la ville. Mais de faire ok, les deux, oui, c'est possible. Mais pas que hors QPV, non. ça marche. Très bien, Oui. merci. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions pour le moment, je proposerais bien à Sébastien de présenter le dispositif qui est en cours à Langres, qui n'est pas un fonds de participation au sens de de la circulaire du 1er juillet,
mais qui peut vous proposer, enfin, qui vous donne une idée de ce qu'il est possible de faire en termes de soutien financier pour des initiatives d'habitantes en dehors du FPH en tant que tel, on va dire. Alors, en sachant, une dernière petite Oui, chose, en sachant que la circulaire, hein, on dit bien que le montant du FPH ne doit pas dépasser, ça va jusqu'à 2 000 €, tout à fait. montant Ouais. maximum. Mm. Sébastien, je te donne la parole. Ok. Bonjour tout le monde, donc Sébastien Bertrand, responsable du service politique de la ville de Langres. Donc du coup, moi je viens vous présenter en effet un autre dispositif. C'est pas un fonds de participation des habitants, mais c'est un dispositif qui permet aussi aux habitants de proposer et de mener à bien des projets en lien avec leur quartier ou avec leurs habitants. Donc du coup, en effet, nous, c'est à destination des habitants QPV et du coup, on l'ouvre aussi aux autres quartiers qui faisaient partie avant 2015 des CUCS. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était les quartiers, pardon, les contrats urbains de cohésion sociale. Hein, c'est ça. Donc, du coup, en 2015, la ville de Langres a signé un contrat de ville qui était renouvelé en 2024 jusqu'en 2030. Et donc, de part de là, on continue notre cheval de bataille. Donc, nous, le dispositif, c'est une initiative hein, donc, pour favoriser l'engagement citoyen, renforcer le lien social dans un quartier qui est confronté à des défis, à des réalités socio-économiques, comme vous le connaissez tous. Donc, ce dispositif, nous, on l'a appelé appel à micro-projet, hein, c'est bateau, et ça a été mis en place par la municipalité en 2017. Donc, vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas récent, ça existe depuis un moment. Du coup, alors pourquoi ça a été créé? Ça a été créé, il y a des constats qui ont été faits. Il y avait une fracture sociale de plus en plus importante au sein des quartiers. Difficulté de vivre ensemble et du respect des règles de vie en communauté. On avait aussi une augmentation des personnes isolées, une augmentation aussi des primo-arrivants. Et, on avait aussi peu de moyens, enfin la population avait peu de moyens pour réaliser des projets, hormis forcément ce qu'on pouvait trouver pour les contrats de ville, mais là on parle vraiment de projets pour les habitants même, quoi. On avait aussi peu d'engagement ou d'intérêt en destination du QPV, et donc forcément un certain fatalisme quant à l'avenir du quartier, avec un sentiment un peu de délaissement. Donc, du coup, a été décidé de mettre en place cet appel à micro-projet, donc, qui est pris sur le budget politique de la ville, donc un budget qui en 2017 a été mis à 5 000 € et aujourd'hui on est à 6 000 €. Voilà, pour un quartier prioritaire de la ville qui fait aujourd'hui 1250 habitants. Donc, les objectifs de départ de l'action, c'était les objectifs généraux, c'était favoriser les initiatives des habitants dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets collectifs. Surtout aussi aider les habitants à s'impliquer dans la vie de leur quartier, faire émerger des projets au plus près des attentes des habitants. Voilà, c'est les habitants qui vivent dans le quartier qui sont au cœur et à même de proposer les choses qui leur semblent les plus pertinentes, les plus judicieuses. Et c'est aussi permettre à des personnes qui ont des idées, mais forcément pas les moyens de réaliser leurs projets. Donc, les objectifs opérationnels de ce dispositif, c'est créer du lien forcément entre les habitants eux-mêmes, les acteurs locaux et les institutions. C'est toucher tous les habitants, donc que ce soit des jeunes, des adultes, des femmes, des hommes, des primo-arrivants, tous les habitants de la composante du quartier prioritaire, et aussi les sensibiliser aux démarches administratives et au montage de projets. Parce que le groupe d'habitants va monter son projet, donc va être aidé par des associations ou par le service politique de la ville pour monter leur projet de A à Z. Donc, forcément, on s'appuie sur des partenaires. En tout cas, le service politique de la ville s'appuie sur les partenaires, le centre social municipal et les associations locales du QPV. Aujourd'hui, on a
conventionner avec des associations locales qui sont au nombre de... Alors, c'était 5 en 2024, mais on en a une qui a arrêté, donc on est à 4 conventionnements. Donc, du coup, ça va servir, en fait, elles servent à quoi ces associations? Elles servent à promouvoir le dispositif et elles servent aussi donc à porter, les actions, c'est-à-dire à aider à monter les projets, mais elles servent aussi de passerelle financière, puisque forcément, le groupe d'habitants qui va déposer, enfin qui veut monter un projet, n'a pas de numéro de SIRET. Et pour pouvoir débloquer des fonds, on s'appuie sur les associations qui vont faire la passerelle financière, en tout cas, c'est-à-dire avancer l'argent avant que la municipalité ne les rembourse après l'obtention du bilan de l'action. Voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire? Que oui, que le montant maximum, nous, on l'a monté à 700 €, voilà, par projet. Donc, les actions, donc le déroulement, un peu comment vous dire comment ça se passe, c'est que les actions, elles sont déposées, elles doivent être majoritairement au bénéfice des habitants du quartier, c'est-à-dire que là, on peut aussi, on n'est pas fermé pour qu'il y ait de la mixité aussi entre gens du quartier et gens hors quartier. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des CUX, mais on peut parler aussi du centre urbain. On n'est pas contre une mixité. Alors, c'est rare, c'est déjà arrivé, mais voilà, c'est quand même assez rare. Donc, elles doivent être portées, ces actions, donc soit par un groupe d'habitants, soit par une association locale qui a aidé le groupe d'habitants à monter leur projet. Donc, nous, donc les dépôts de dossiers, ça se fait entre le 1er février et le 30 novembre. Donc, 1er février, parce que les budgets de la municipalité sont votés environ dans ces eaux-là, et la clôture des budgets aussi environ dans ces eaux-là. Donc, par contre, ils ont jusqu'au 31 décembre pour réaliser leur projet. Donc, la procédure d'appel à micro-projet, elle est définie dans un document cadre que je vais vous montrer après. Donc, on parlait tout à l'heure de simplicité, de souplesse et de rapidité. Bon, on est vraiment dans ce cadre-là. Il faut que ça soit facile d'accès. Donc, on a créé un document qui est plus que facile d'accès et qui est très souple, et la réponse est très rapide. Donc, le traitement justement administratif des dossiers, il est assuré par moi-même, puisque je suis tout seul sur le service politique de la ville. Et la validation des projets, en fait, elle se fait en concertation avec l'élu en charge des affaires sociales. C'est-à-dire que l'association, le groupe d'habitants vient me présenter le projet. S'il y a des choses à reprendre, je reprends avec eux et les oriente sur ce qu'il faudrait peut-être plus axer le projet. Et puis, une fois le projet fini, il est transmis à l'élu. Et du coup, il y a une réponse qui est donnée par l'élu en concertation avec moi-même. Donc, suite à ce projet, il y a donc un bilan qui est fait. Donc là, en fait, on est aussi bien sur du qualitatif que sur du quantitatif. C'est-à-dire qu'on va parler du nombre de participants, enfin du nombre de bénéficiaires, pardon, la consommation budgétaire, l'implication du nombre de personnes impliquées dans le projet. Donc la qualité des actions dans tout ce qui est qualitatif, la diversité des thématiques, la cohérence aussi avec le contrat de ville, et l'impact social, c'est-à-dire que l'effet du projet, du micro-projet sur le lien social dans le quartier. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que en fait, les thématiques, moi, elles sont diverses et variées sur les projets qui sont déposés. On va aussi bien sur de la visite patrimoniale et culturelle que sur du sportif, que sur de la cohésion sociale, avec des goûters des voisins, avec des repas de fin d'année.
On parlait de jeunes, là, j'ai les souvenirs d'un groupe de jeunes qui pareil, voulaient faire des visites culturelles à Paris, par exemple, allaient profiter aussi de l'Aqua Boulevard, enfin, voilà, différentes choses diverses et variées en tout cas. Voilà pour ce qui est de la présentation. Donc voilà, en fait, ça c'est le document cadre, qui reprend, voilà, tout simplement, qu'est-ce que le dispositif microprojet? Voilà, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Le quartier concerné, donc ça c'est le quartier prioritaire de la ville. Donc qui peut déposer, quand on peut le déposer. Donc je vous ai dit à peu près au 30 novembre, là c'est des dates 2025. Les critères de sélection des projets, donc voilà, ce qui est important, c'est vraiment que ça soit porté par un groupe d'habitants, qu'il y ait une dimension collective, c'est-à-dire que c'est pas un seul habitant qui dépose un projet pour lui-même. Donc forcément, le renforcement du lien entre les habitants est une priorité, et que le projet devra se dérouler avant le 31 décembre, que l'aide accordée s'élève à 700 €. Donc les modalités de dépôt. Voilà, quels sont les engagements, voilà, si le projet est financé. Donc, c'est-à-dire que voilà, il faudra forcément faire un bilan de ce qui a été fait, avec les indicateurs d'évaluation qu'on retrouve dans l'appel à projet. Donc la fiche projet, c'est celle-ci, c'est tout simple. Voilà. Donc les organisateurs de l'action, les noms et prénoms, les adresses, le nom de l'action. Voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cette action, de ce projet? Alors pourquoi, où, pour qui réalisez-vous cette action? Alors voilà, on demande une description très brève. Les résultats qui sont attendus. Donc là, voilà, on demande de définir des indicateurs d'évaluation. Donc la date de l'action, la date du projet, voilà, le lieu, les partenaires qui s'associent à l'action, et forcément comment on va faire connaître, la communication va se faire autour de ce projet. Donc là, on a les besoins financiers, avec la nature des dépenses, la nature des recettes et le montant de la demande de financement. Donc, il s'élève maximum, je vous répète, à 700 €. Donc, derrière, on a la fiche bilan, donc aussi simple, c'est vraiment, on est vraiment simple et souple. On reprend les organisateurs, le nom, est-ce que l'objectif de l'action a été atteint? Donc si oui, pourquoi forcément? Quels sont les indicateurs de la réussite ou non du projet, parce que ça arrive aussi. Le nombre approximatif de personnes bénéficiaires, donc les dates et lieux de l'action, les partenaires qui étaient présents et le bilan financier. Et forcément, s'il y a quelques remarques derrière. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre ce que je peux. Alors, il y a quelques questions. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, pour les personnes là en visio, vous avez bien compris que du coup, la manière de faire est un peu différente de ce que nous a présenté Léonie, puisque par exemple là, en termes de validation, donc c'est vraiment une collectivité qui décide, elle, de ponctionner son BOP 147 pour aller financer du projet d'habitants. Donc on n'est pas trop dans les mêmes schémas de validation, on va dire, sur les projets. Néanmoins, l'objectif reste quand même le même, à savoir soutenir les initiatives habitants. Alors, on a plusieurs questions d'abord dans le chat et ensuite, Léonie, je te passerai la main. Première question, est-ce qu'un chantier participatif financé avec le FPH peut, dans le même temps, profiter de l'aide des services techniques de la ville? Alors ça, c'est peut-être plus c'est pour qui veut répondre, entre Léonie et Sébastien. Et ensuite, une deuxième question. Le dispositif fonctionnant depuis 2017, avez-vous réalisé une étude de l'impact à plus long terme? Les projets financés ont-ils un impact au-delà du projet porté?
comme par exemple mobilisation des porteurs à plus long terme, impacts collatéraux, dynamiques, etc. Alors, pour répondre à la première question, bah oui, on peut, hein, ça arrive de pouvoir demander de l'aide aux services techniques. Bah, je pense à un montage de chapiteaux, je monte voilà, à quelque chose qui reste en tout cas accessible et qui ne va pas prendre du temps et de l'argent, enfin, plus de temps et d'argent à la collectivité. Mais voilà, je pense, enfin, voilà, je me souviens d'un projet autour d'un goûter des voisins où il y a les services techniques qui sont venus monter un, un chapiteau voilà, pour que le projet se fasse en tout cas. La deuxième question, Laetitia, tu peux me la répéter s'il te plaît? Je l'ai dans le chat. Est-ce que vous avez fait une étude d'impact en fait à plus long terme sur les micro-projets? Est-ce que ça a eu un impact sur la mobilisation des habitants ou des porteurs de projets à plus long terme? Est-ce que ça a créé, je sais pas, des collectifs d'habitants? Est-ce que voilà, Alors, depuis 2017 quoi, du non, coup. alors il n'y a pas eu d'étude d'impact de fait depuis 2017. C'est un dispositif qui est renouvelé chaque année. Généralement, on a toujours, donc c'est toujours les 4 mêmes associations, les 5, enfin, voilà, je veux dire les 5 mêmes associations qui sont conventionnées et qui vont aider les porteurs de projets à monter le projet et à le réaliser. Euh, du coup, on n'a pas, comment vous dire, on avait un conseil citoyen qu'on n'a plus aujourd'hui. On passait aussi par ce conseil citoyen pour promouvoir le dispositif et faire connaître ça au plus grand nombre. C'est-à-dire que forcément, tous les habitants du quartier ne vont pas dans les 4 ou 5 associations, tous ne côtoient pas le centre social. Voilà. Donc, c'était pour que tout ça, enfin, que ce dispositif se fasse connaître au maximum. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui marche. C'est un dispositif où on a de nouveaux habitants qui viennent au fur et à mesure du temps. Je pense là notamment à un groupe d'habitantes qui s'est connu sur une action qui s'appelle Toutes Sportives, qui est mise en place par l'UFOLEP, et qui ont décidé de monter un projet, voilà, pour aller faire une visite culturelle en Belgique, voilà, qui ont décidé d'aller à Bruxelles pour faire des visites culturelles sur une journée, voilà, par exemple. Donc oui, enfin, non pas d'études d'impact, mais oui, on s'aperçoit que de toute façon, chaque année, les 6 000 € du budget sont quasiment consommés, quoi. Merci Sébastien. Léonie, tu voulais réagir? Oui, je vais commencer par dire que je trouve ça super chouette d'avoir conventionné avec des assos pour pouvoir faire qu'ils accompagnent du coup les habitants. Et donc, je suppose que ça participe aussi de la communication de cet outil-là auprès des habitants. Mm. Et donc là, est-ce que le budget annuel, il est tout le temps utilisé à fond ou est-ce qu'il y a des restes Ouais, il y a quelques restes, mais les restes, ils sont à moins de 1 000 €. D'accord. Ok. Une autre question, dans la fiche bilan, là, il y a Mhm. une partie enfin, où il faut indiquer s'il y a des partenaires qui étaient présents durant le projet, enfin, voilà. Est-ce que c'est une des conditions aussi pour que les Non, projets, non, pas du non, tout. pas du Donc, tout. c'est au cas où, quoi. Ouais, c'est Ok, exactement ça. ça marche. Ok. Et puis, j'ai une dernière question, mais celle-là, c'est pour l'ANCT. Est-ce que, du coup, l'ANCT, je suis désolée, Nadia, mais est-ce que, Bah, en même temps, ça sert aussi je à ça, profite hein, que vous Léonie. soyez là, quand même. Ouais, Non, oui. mais je voulais juste savoir si la NCT peut du coup abonder des enveloppes du FPH. Est-ce que, par exemple, on peut requérir votre participation dans les 20 000 € qu'on a actuellement comme budget du FPH? Est-ce qu'on peut demander un apport de la NCT? Et si oui, comment? J'ai pas très bien compris. Un apport, c'est ça? Un complément? J'essaie C'est juste de... ça. C'est-à-dire que là, l'année prochaine, comme je disais, il va se poser la question de comment est-ce qu'on abonde de nouveau l'enveloppe dédiée au FPH. Et donc, on a bien l'État qui voudra encore participer, on a bien l'agglomération, mais si on veut élargir
ces contributeurs-là? Est-ce que l'ANCT peut également être financeur ou pas? Oui, il peut être financeur. Vous adressez directement, donc soit à la direction régionale ou à la direction départementale ou à la préfecture, en fonction en fait de votre territoire. Mais oui, vous pouvez vous adresser à eux Et c'est à directement. travers la DRETS ou C'est à travers l'adresse, hein. D'accord, C'est au ok, niveau ok, régional. d'accord, ok, Après, ok. enfin, si je peux compléter tant que j'ai la parole, j'ai trouvé. Alors, c'est une autre initiative en fait de démarche participative que a présenté monsieur, les micro-projets. Je trouvais ça hyper intéressant, vraiment, hein. Et bon, après, c'est différent du fonds de participation parce que nous, en fait, c'est pas c'est en direction d'un collectif d'habitants, mais qui doit être porté soit par une collectivité, soit par une structure porteuse. Et j'ai vu que vous, c'était les habitants peuvent en bénéficier. Mais le soutien, enfin le financement, comment ils le perçoivent les habitants? Alors le financement, Ils ne sont pas créés avec une association, c'était ma question, simplement alors le ma question. financement, en fait, il passe par l'association qui va les aider à porter le projet, à monter le projet, d'accord? Ou s'ils n'ont pas besoin d'aide pour monter le projet, ce qui est possible aussi, hein, ils passent Mhm, quand même par une association pour financer leur projet. C'est-à-dire que moi, d'accord, l'association, voilà, les associations, elles sont au courant, elles sont conventionnées, et elles savent que elles sont conventionnées, enfin, pour ça aussi. Elles savent que les habitants vont venir les voir pour pouvoir demander un financement. d'accord. Et donc, suite à ça, nous, la D'accord. municipalité, une fois que l'action est faite et le bilan est fait, on reverse à l'association l'avance qu'elle a faite. D'accord. Moi, je trouvais ça très intéressant. C'est une autre forme de participation, puis portée par la commune, enfin la collectivité. Mm. Après, je ne pense pas que c'est sur le BOF 147, hein. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout sur le BOF 147, Pas donc du tout. d'accord, on Non, est non, d'accord. non, Oui, non, non, oui, non, 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 pas du d'accord. tout du bloc Je trouvais 147. ça vraiment très intéressant. Vraiment. Merci. Merci à vous. Alors, en complément et sous forme de témoignage, dans le chat, donc quelqu'un qui nous dit sur un territoire d'agglo en Guyane, les communes en contrat de ville bénéficient d'un FPH et l'agglo a complété sur ses fonds propres cohésion sociale pour des communes rurales et hors contrat de ville de l'agglo un fonds d'initiative locale qui ressemble à un FPH mais qui est destiné au territoire hors QPV. Du coup, l'ensemble du territoire de l'agglo est couvert pour soutenir des initiatives collectives d'habitants sous forme FPH et fonds d'initiative locale. Du coup. Là aussi, c'est peut-être quelque chose à imaginer, j'imagine, sur les territoires. C'est la complémentarité des fonds de soutien, en fait. J'imagine que un fonds tel que vous le portez, Sébastien, à Langres, pourrait venir se compléter à un fonds de participation des habitants et Carrément. inversement. Mm. Voilà. Et là, peut-être que tout à l'heure, quand on parlait justement de mixité des publics dans les porteurs de projets, ben, c'est peut-être là où ça peut être aussi intéressant de se dire ben, comment dans la complémentarité des fonds, on peut atteindre une complémentarité aussi des publics euh, sur les initiatives locales, quoi. Donc, juste pour précision, le fonds d'initiative locale est donc bien financé directement par la collectivité, en l'occurrence là par l'agglomération, dans l'exemple qui était donné tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres demandes de précision éventuellement? Oui, j'aimerais bien, du coup, parce que ce que nous a présenté Sébastien, enfin, c'est une forme je dirais, de FPH, quoi. Mais alors, ma question, c'est justement, c'est quoi qui fait que on porte le label FPH ou pas? Mais pour moi, c'est en fait, si tu es dans les clous de la circulaire d'abord de 2000 et là du 1er juillet, la dernière circulaire du 1er juillet, c'est-à-dire que ton comité de sélection est composé, comme tu l'as dit et comme l'a rappelé Nadia, de l'État, de la collectivité à minima. Il y a toujours une présence de l'État. Là, dans l'exemple de Sébastien, l'État ne fait pas partie des Ouais, c'est que comités de la sélection, tu collectivité, vois. ouais. D'accord, d'accord. Ah oui, en Ouais. tout cas, il faut à minima un fonds de l'État et de la collectivité pour que ce soit un peu considéré, Mm. je pense. Mm. Ok, ok. Merci pour... Paul, tu peux. Et c'est peut-être un petit compliment, si ça peut aider à réfléchir. En tout cas, vous évoquiez tout à l'heure l'exemple de deux jeunes, de tensions qu'il y avait entre des jeunes sur un territoire. En fait, tout l'enjeu du FPH, souvent, c'est que le FPH,
c'est pas le financement du comité des fêtes du quartier, mais c'est bien de prendre en compte un des enjeux du contrat de ville, enfin du contrat engagement quartier 2030. Et donc, Mhm. l'intérêt du FPH, que vous l'évoquez tout à l'heure, hein, quand vous avez évoqué que cette action qui était financée, c'est bien pour essayer d'apporter un élément de réponse en assurant les habitants pour être eux-mêmes partie de la réponse. Et donc, la vraie particularité du FPH, enfin, de ce que j'en connais, c'est d'être justement un des outils, quelque part, du contrat de ville ou du contrat Mhm. donc qui vise à apporter un bout de réponse pour répondre à un des enjeux du contrat de ville. C'est ça un peu qui distingue, Mhm. enfin, qui fait que le FPH est un outil important du contrat de ville du territoire. Donc, Ok. tout l'intérêt de faire un lien, toujours, qui est un lien intergénérationnel, enfin, qui est toujours un lien avec le contrat de ville. Et les habitants peuvent très vite s'en saisir si on explique simplement les trois, quatre grands sujets, ou si vous faites vous le lien entre le contrat de ville et les projets proposés. Voilà. Donc, finalement, c'est pas Mhm. voilà, tout Merci. projet est intéressant, mais c'est le lien aux enjeux du contrat de ville. Merci, Paul. Oui, absolument. Je voudrais juste compléter effectivement ce que vient de dire monsieur. Donc, sur la circulaire, en fait, la nouvelle circulaire, en fait, la publication d'une nouvelle circulaire du 1er juillet 2024, qui accompagne, en fait, le kit que je vous ai présenté. Donc, cette nouvelle circulaire, elle a pour objectif, c'est de redynamiser, en fait, le dispositif du fonds de participation. Et effectivement, le FPH, il permet de soutenir des projets ponctuels portés par la collectivité ou une association d'habitants au sein au sein du quartier. Donc, les actions, elles sont soutenues par le FPH et se distinguent également celles soutenues dans le cadre du contrat de ville, hein. Ça, c'est vraiment important, quoi. Mhm. C'est juste pour compléter. Et puis, alors, j'ai un petit message, je ne sais pas de qui souhaiterait avoir un entretien avec moi. Je crois que c'est la joie, d'après ce que je vois. Mais oui, Laetitia vous transmettra mon mail Et j'allais te, pour avoir voilà, un si c'était, entretien. ouais, si c'était possible de transmettre vos Oui, coordonnées. n'hésitez pas si vous avez besoin d'envoyer un mail, on pourra toujours voilà, se préparer une visio ou un entretien si vous voulez plus d'accompagnement. Donc, pas de Bah, problème. sinon, Nadia, éventuellement, tu peux mettre ton mail dans le chat si tu veux, là, tout Oui, de suite. Et puis comme absolument, ça. oui. Ouais. C'est vrai, oui. Alors, une nouvelle question qui arrive. Bonjour, pour ouvrir un FPH, il faut décider d'attribuer un montant de notre enveloppe initiale de ce fonds ou il y a un montant attribué par l'ANCT à l'ouverture du fonds. Je pense que oui, pour la première partie de la question, pour ouvrir un FPH, il faut décider d'attribuer un montant dans notre enveloppe initiale. Oui, enfin, en tout cas, de l'expérience de PMA, ils ont conjointement, l'État et l'aglo décidé de mettre un montant initial, quoi. Donc, pour l'instant, comme je disais, ce n'est qu'une enveloppe à deux contributions. Mais oui, c'est un montant qui a été décidé initialement, quoi, par les deux parties prenantes. Dans les parties prenantes, c'est-à-dire que, C'est ça. en fait, dans le FPH, Nadia, tu me diras si je me trompe, hein, mais on peut aussi avoir des FPH où, par exemple, la CAF va être partie prenante ou Oui, les bailleurs. On a vu certains territoires où, en fait, par exemple, les bailleurs ont attribué une partie de leur TFPB sur le montant du FPH, sur l'enveloppe FPH, pour que l'abattement TFPB, en fait, aille directement en soutien aux initiatives habitants. oui. Oui, oui, c'est possible de le faire. Après, l'enveloppe, elle est allouée par l'État et elle est cofinancée par par les collectivités. Ça, il faut le savoir. Et si au niveau de la NCD, donc on est un établissement public, et notre ordonnateur principal, c'est la DGCL, la Direction générale des collectivités locales. Donc, c'est celle qui attribue les enveloppes voilà, de chaque département ou chaque région, parce que c'est envoyé au niveau régional. Et ensuite, c'est le préfet de région qui fait la répartition en fait financière. Et là, c'est là qu'il décide, lui, du montant qui sera attribué pour le fonds de participation. Oui, pardon, oui, le FPH, effectivement. C'est lui qui décide de l'enveloppe, quoi. Et ensuite, en fonction des territoires, c'est différent. Mais après, on a un montant spécifique des actions qui ne doit pas dépasser les 2 000 euros. Mais l'enveloppe globale, c'est bien le préfet de région qui fait la répartition au sein de leur territoire. Mhm. Après, ça peut être Les préfets, ils décident du montant que l'État est prêt à financer. absolument. Après, pour les autres potentiels contributeurs, c'est aussi à eux de décider, comme la Après, il y a CAF ou d'autres les financeurs, quand bailleurs. il y a la CAF ou d'autres, voilà, des autres financeurs, oui, après, c'est eux qui décident de C'est l'enveloppe. ça. Là, je parle uniquement de l'enveloppe côté État NCT. Mm.
Merci beaucoup et puis merci à Léonie et Sébastien pour vos témoignages. Eh bien, écoutez, je vous remercie Et à vous. Merci Laetitia. pour votre présence, vos questions et votre participation. Et n'hésitez pas, si vous avez des mails, hein, si vous avez des questions, on est disponible par mail. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci beaucoup. beaucoup. Au Bonne revoir. fin de Merci. Bonne Au journée. revoir. journée. Bonne journée.